Donc, comme on l'a vu, bon, il y a Coty qui a corrigé, mais on n'avait pas besoin de tout ça. Donc, pas dans Notepad. Je vous invite à installer ce logiciel, hein, ça s'appelle Notepad. Notepad++. Si vous ne l'avez pas encore installé, installez-le. C'est un logiciel gratuit. Il permet de taper des textes coloriés rapidement. Mais comme je dis, OK, là, on n'avait pas besoin de dire association avec propriété. Non, ça, on n'a pas besoin. Ça, on n'a pas besoin. C'est juste ça dont on avait besoin. Hein? Donc, par rapport au premier, OK. Élève. Ensuite, pas d'accent. Comme je l'ai dit la dernière fois, quand vous travaillez avec les bases de données, jamais d'accent sur le nom des colonnes ou des bases de données. Pas de majuscule, pas d'accent, pas d'espace. Tout en minuscule, sinon vous aurez des problèmes. Je vous dirai pourquoi. Donc, même si dans le MCD, il y a des accents, ici, il ne faut jamais d'accent. Et mettez tout en minuscule. Je regarde élève, hein? Code élève, nom, prénom, c'est bon. UV, code UV, année, non, c'est bon. Professeur, oui, c'est bon. Mais ce n'est pas fini. Il y a, attention, il faut traiter toutes les associations. Enseignant, d'accord, il ne devient pas de table. Mais puisqu'on a min, max sans propriété, il ne devient pas de table, mais lui, il devra donner sa clé à l'autre. Le plus fort devra aider les autres. Devra aider l'autre. Donc, une association, soit elle devient une table, soit elle implique la migration d'une clé. Donc, le code professeur, là, va migrer dans la table UV. Donc là, ce n'est pas fini, hein? On met virgule. C'est ça. Et pour montrer que c'est une clé étrangère, on fait le dièse. Ce que ça veut dire, clé étrangère, ça veut dire que cette clé-là est présente ici. Et vous allez voir que dans la table-là, c'est très logique. Ça veut dire que chaque donnée où on saisit les UV, on saisit aussi le code du professeur qui est responsable de cet UV. Alors que si tu ouvres la clé étrangère, tu n'auras aucun lien entre les données des UV et les profs qui enseignent ces UV. C'est ce champ-là qui fait ce lien. Comme on va le voir, il y a la table aussi à suivi. Hein, suivi. Pourquoi il devient une table? Max, max. J'espère que tout le monde a compris. Quels seront les champs? Clé primaire ici. Celle-là vient. Tac. Celle-là vient code UV. Tac. Et ce n'est pas fini. Puisqu'il y avait une propriété dans l'association, on l'ajoute. C'est la note. Et c'est cette table-là qui montre quel UV est en train de, quel élève est en train de suivre quel UV. Parce qu'on saisit le code de l'élève, le code de l'UV. Donc, chaque fois qu'un élève suit une UV, les données seront stockées là. Les données des élèves sont stockées là, les données des UV, les données des profs et les données des suivis d'UV. Puisque là, la clé là a migré ici, ça veut dire que chaque UV, on saisit le code du prof qui l'enseigne. Et vous voyez combien c'est génial. Est-ce que c'est bon? Bon, la réponse est là. Ça aussi, bon, je vais faire comme ça. CTRL X. Je vous le colle ici. Vous aurez, je vais vous remettre le fichier après. Tac. OK. Ensuite, comme je l'ai dit, c'est confidentiel. Vous n'avez pas le droit de le partager. Vous n'avez pas le droit de partager ça parce que ce n'est pas une petite affaire. Donc, les clés primaires, on peut les souligner. Je pense là, c'est bon. C'était ça le résultat. Vraiment, il n'y a rien de compliqué. On prend ça, on recopie. On prend ça, on recopie. On prend ça, on recopie. Et on gère les associations une à une. Lui, il n'implique pas de création de table, mais migration de clé. Là, on crée une table. C'est bon? On passe au second. Tac. La même chose. Pardon, j'ai une question d'éclaircissement, s'il vous plaît, professeur. Oui. Alors, donc, si je comprends bien, quand on a une lecture que cela quand on n'a pas de table, quand la lecture n'engendre pas de table, ça implique une migration de clé.
Ouais, toujours, obligatoire. C'est bon? Ok. C'est bon. C'est bon? OK. Les entités, maintenant, ils deviennent tous des tables sans condition. Le seul problème, c'est avec les associations. C'est bon? OK. On continue avec celle-là aussi. Là aussi, même chose. Hein? Puisque les entités, ils deviennent tous des tables sans condition, je reprends élève. Quelles sont les colonnes? Code élève. Bon, là, c'est collé. Je code donc. Code élève, nom, prénom, adresse email. Bon. J'espère que vous n'allez pas me dire pourquoi vous mettez adresse email. Ça dit ces champs-là que je recopie, virgule, année, promo. Bon, moi, je préfère mettre des underscores hein, au lieu de majuscules ici. OK? Ensuite, avant de toucher les associations, moi, je me sers des propriétés. Situation. Tac. Quelqu'un, dictez-moi. Code site. Année. Année de situation. Bon, je peux l'appeler année hein, et situation. Là, vraiment, il n'y a rien de difficile. Là, stage. Tac, stage. Code stage. Année. Virgule. Type entreprise. Lieu et nature. Et puis, OK. Là, je pense qu'il n'y a pas de question. Là, vraiment, on recopie. On recopie l'entité. Il est là. Colonne B, colonne B, colonne B, cette colonne. Là, vraiment, il n'y a pas de question à se poser. Maintenant, puisqu'on a fini avec les entités, on attaque les associations une par une. Possède. On a quoi? On a quoi ici? Min-max? Pas de table, mais... Non, min-max, ce n'est pas fini. Il faut Il n'y a, pas de propriété. Min-max sans propriété, donc pas de table. Et on transfère la clé. Oui, juste que le plus fort, lui, le N, il va aider le 1. Avec le code situation. C'est ça. Comme Dieu nous le demande, les plus forts vont aider les plus faibles. En tout cas, moi, c'est comme ça que je retiens les choses et c'est facile à retenir. Lui, il donne sa clé. Ça veut dire qu'on va copier pour le code situation. Ça, on l'amène dans la table élève. Vous voyez, élève, virgule, et puis c'est fini. Et c'est très logique. C'est-à-dire, dans le MCD, on avait dit qu'un élève possède une seule situation, alors que dans une situation, il y a plusieurs élèves. Regardez la table élève. On stocke directement un champ qui stocke les informations sur la situation. Demain, si on veut savoir l'année de la situation et la situation, on fait une jointure avec cette table. C'est ce qu'on verra dans le cours prochain. OK, là aussi, même chose. Min-max sans propriété, donc ça ne devient pas de table, mais stage va donner. Va aller vers élève. Vers élève. Et où est stage? Je copie et je colle. Et ça, c'est que j'ai cette base de données. Je vais voir. Ça, c'est une base de données des stages. Alors que là, c'est une base de données des écoles. Donc, la réponse est là. Tac. Je le copie. Bon, on va vous donner le fichier là aussi. Hein. Dans le document ressources, on va vous coller ça. Mais c'est quelque chose qui est confidentiel aussi. Et puis, c'est fini. Bon, là, j'ai voulu qu'on fasse des pratiques. Et vous voyez, là, vraiment, bon, on a fait la pratique. Je laisse comme ça. Donc, après, vous pouvez reprendre aussi. Et si vous comprenez ça, c'est fini. Hein? N'importe quel MCD maintenant, vous pouvez donner le modèle logique. Vraiment. Bon, je vous ai mis même un autre exemple que vous ferez à la maison. Ça, on le corrige là le prochain TD. Mais là, table client, table facture, table commande, table utilisateur, table article d'abord. Table client, où sont les colonnes? Ça est là. Table utilisateur, voici les colonnes. Sans se poser de questions. Quand on termine maintenant, on vient établir. Il devient une table ou non? Je pense qu'il n'y a que 2 personnes qui répondent. Je vais interroger Cheikhou. Cheikhou, est-ce que établir va devenir une table? Malik? Non. Non, parce que min-max sans propriété. Min-max. Mais qu'est-ce qui va se passer? Juste que on va prendre le champ code ut
qu'on va mettre dans la table facture. C'est très normal. C'est-à-dire, on va stocker l'information sur quoi? Qui a imprimé cette facture. Et c'est juste ça. OK? On prend passé. Est-ce qu'il devient une table? Même chose, non. Parce que min, max, sans propriété. Mais le numéro du client sera stocké dans la commande. Et c'est très normal. Dans chaque commande, on stocke juste l'ID du client. Concerné, est-ce qu'il va devenir une table? Je vais voir maintenant. Un volontaire. Malik, j'interroge Malik. Oui. Malik, oui, il va devenir une table pour deux raisons. Là, je me suis précipité. Mais Malik, je continue. S'il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas ce champ-là, est-ce qu'il devient une table? Quel champ? S'il n'y avait pas la propriété là, attends, s'il n'y avait pas sans propriété. Oui, est-ce qu'il deviendrait une table? J'ai oublié la commune. Oui. Il y a max. Oui. Il y a max. Donc, ça devient une table automatique. Ouais. OK. Une autre question. Si on n'avait rien ici, on n'avait rien, et là, on avait un, est-ce qu'il deviendrait une table? Non. Si. On n'avait rien où? Au niveau de la propriété. Oui, il y a deux max. C'est à cause des deux max. Ah, attention, lui, il lit trois entités. Or, on a dit que dès que les deux sont max, il devient une table. Donc, si on n'avait rien ici, et que là, on a 1 ou 0,1, il devient une table. Parce qu'il a max. C'est les deux là qui donnent la priorité. Bon. Donc, lui, il va devenir une table, mais là, c'est intéressant. Attention, cette table-là aura combien de colonnes? Première colonne, numfact. Deuxième colonne, numcom. Troisième colonne, code art. Et quatrième colonne, cantecom. Et la clé primaire est sur 3 colonnes. C'est les 3 colonnes réunies qui forment la clé primaire. Ah, ça, c'est un exemple intéressant. Ça, on le fera en TP. Et vous allez voir que dans chaque commande, qu'est-ce qui permet de voir le lien entre les données, tout ça, des factures, tout ça, c'est que dans chaque ligne de la table concernée, on stocke l'article qu'on a commandé, le numéro de la commande et le numéro de la facture et la quantité. Ça, c'est la base de données d'un gestion de stock. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Parce que dans les autres relations que nous avons, c'était des relations binaires. Alors que là, il y a 3 parties. Il y a 3 entités. On peut même avoir 1000 entités. C'est justement pour ça que je pose la question. Donc maintenant, si on a 3 entités, on doit les lire une à une, c'est-à-dire par 2, ou on doit les lire les 3 ensemble? Ah oui, je comprends votre question. Vous avez raison, mais c'est les maximums qui prennent le dessus, quoi. Ah, d'accord, ok. C'est les maximums qui prennent le dessus. Oui, c'est une très bonne question. Vous avez raison. C'est-à-dire, puisqu'on a parlé de min-max, est-ce qu'on va prendre les deux là, ou les deux là, ou les deux là? Tu as raison. Mais c'est les maximums qui prennent la priorité. C'est ça la règle, quoi. C'est bon? Et on ne mettra que les clés au niveau de la table. On ne mettra que les clés au niveau de la table. Quelle table? C'est-à-dire, si on met la table QTCOM, c'est-à-dire concernée. Oui. On ne mettra que les clés. La clé de la facture, la clé de la commande et la clé de l'article. C'est bien ça? Oui, plus le champ qu'il avait. C'est-à-dire, ce sera ça concerné. On met ce qu'il reçoit, num. Fact. Num. Com. Ensuite, puisqu'il reçoit aussi de articles, donc, la clé primaire là-bas, c'était code art. Mais ce n'est pas fini. Puisqu'il y avait une propriété, on le recopie. C'est quantité com. Mais si je dois souligner les clés primaires, comme je vous ai dit, la clé primaire ici, supposons que je mets étoile, la clé primaire, c'est ça, c'est les 3 colonnes. Parce que puisqu'il reçoit des 3, c'est les 3 qui viennent, qui forment elle seule la clé primaire. Donc, ça nous permet en fait de ne pas avoir l'obligation de recopier toutes les autres données qu'on a des autres. Exactement. Exactement. C'est ça la force des bases données. Donc, comme je vous disais, demain, si vous devez créer une base donnée pour une quincaillerie, une boutique, tout ce qu'on appelle gestion de stock, voici le MCD. Tout ce que les gens achètent, ils le stockent et la personne qui a imprimé la facture ou qui a saisi la facture de l'application est là. Dans chaque ligne de facture, vous voyez, on a la quantité commandée, tout ça. Et puisqu'on a le prix unitaire, le total va être calculé. Ça, c'est un excellent exemple. On va faire ça en requête, vous allez voir. Mais demain,
vraiment, c'est ce qu'ils voudraient modéliser la base de données d'une quincaillerie, de tout ce qui est gestion de stock, la base est là. Hein. Seulement, les articles, après, on peut les regrouper par catégorie. Les clients, on peut ajouter d'autres champs. Mais vraiment, vous avez tout. Les données des factures sont là. Les données des achats sont là. Et les différentes commandes sont là. Et les clients qui ont passé son commande sont là. OK? Maintenant, on continue les définitions. Là, vous voyez. On définit maintenant ce qu'on appelle le dictionnaire de données. Dictionnaire de données, comme son nom l'indique, c'est le dictionnaire de la base de données. C'est une collection de métadonnées. Si vous entendez parler de métadonnées, ce n'est rien d'autre qu'une explication des données, ou bien ce qu'on appelle des données sur des données. C'est-à-dire, les colonnes qu'on a définies dans le MCD, comme ici, on va définir chaque colonne. On donne tous les détails sur la colonne. Il revêt d'une importance stratégique particulière car il est le vocabulaire commun de l'organisation. Donc, demain, si vous êtes pris comme consultant dans un projet pour mettre en place la base de données, peut-être que d'autres sont pris pour développer l'application, en plus du MCD, en plus du MLD, en plus du modèle logique, vous avez créé la base, les relations, tout, vous devez créer un dictionnaire de données où vous expliquez chaque champ ce qu'il faut. Donc, il est là, il décrit les données, aussi importantes que les clients, nomenclature, produits, tout ça. C'est le référentiel principal de l'entreprise sur lequel s'appuient les décisions de celle-ci. Ouais. Il est souvent représenté sous forme de tableau à 4 colonnes. Donc, les règles qu'il faut respecter, ça doit avoir les contraintes suivantes. Tous les noms doivent être monovoiliers, non décomposables, il ne doit pas y avoir d'homonyme, ni de synonyme. Les données sont regroupées par entité, les identifiants sont complétés, précisés, les commentaires doivent être pertinents. Et voici un exemple. C'est-à-dire là, une fois que vous donnez votre MCD, il ne suffit, parce que là, bon, peut-être là c'est bien fait. Mais quand on dit tel CL, personne ne sait, bon, peut-être on ne sait pas ce que ça signifie. Mais tu décris champ par champ. Pour dire que NumCL, c'est le numéro du client. Non-CL, c'est le nom du client. Il doit être en entier, il doit être en caractère et ça ne doit pas dépasser 200 caractères. Le prénom, c'est le prénom du client. L'adresse, le téléphone doit être au format 77, tel. Bon, ainsi de suite, quoi. C'est juste ça. Et voici un exemple. Et vous le faites entité par entité. Vous voyez, chaque entité, il est là. Ils sont séparés par le code primaire en gras. Vous dites, est-ce qu'il est varchar, tout ça. Et souvent, on met des commentaires aussi. Le nom du champ, son identifiant et le type. Voici un autre exemple. Code libellé, ainsi de suite. C'est ça qui fait que souvent, dans les équipes de base de données, il n'y a pas une seule personne qui travaille, mais il y a beaucoup de personnes. Et quand on vous donne le dictionnaire de données, on vous donne le MCD, toi qui dois créer la base de données, le plus souvent, après, c'est un travail de technicien. Ce n'est plus de l'ingénierie. Parce que le technicien, il vient, il a ça, il a le MCD, il a le cahier des charges, donc il se base là pour créer la table. Donc, normalement, pour créer des tables, vous voyez, la première table est là, la deuxième table est là, la troisième table est là, la quatrième table est là. Parce qu'ils sont regroupés par table. Vous voyez. Et là, quand tu crées la base de données sur ta machine, tu n'as pas besoin de réfléchir. Vous vous souvenez le TP qu'on a fait? On réfléchissait parce qu'on venait de commencer. Mais normalement, dans certains projets, tu ne dois pas réfléchir. Comme on dit, c'est comme le technicien génie civil. Quand l'ingénieur et l'architecte font tout ce qu'il faut, le technicien génie civil il ne réfléchit pas. Il applique méthodiquement les règles qu'on lui donne. Comme ici, créer le champ numéro client, voici son nom. Voilà ce que ça signifie. Il est de type caractère, maximum 3. Il est numéro auto. Créer le champ civil client, il est de type caractère, 15. De type texte, maximum 15. Ainsi de suite. Donc, dans les équipes de base de données maintenant, on peut donner à chacun le travail à faire. Donc, on peut dire, toi, tu modélises, toi, tu fais ça, toi, tu fais le dictionnaire de données, et toi, tu implémentes la base côté physique. Donc, voici d'autres exemples. D'autres exemples. Mais moi, je vous recommande ça. Quand vous créez une base, un dictionnaire de données, faites ça. Et l'avantage du dictionnaire de données maintenant, que vous soyez géographe, que vous soyez sociologue, que vous soyez data scientist, que vous soyez informaticien, que vous soyez pharmacien, souvent, tu dois écrire un rapport, tu dois sortir des statistiques, mais on te donne une base de données sous format SQL. Imagine, on te donne une base de données. S'il n'y a pas de MCD et de documentation, tu ne peux rien faire. Sauf si tu es trop fort. Mais si on te donne toute cette documentation maintenant, vraiment, tu peux retrouver toutes les données qu'on te demande. Et on va faire les requêtes, vous allez comprendre davantage. OK? On attaque maintenant ce qu'on appelle les dépendances fonctionnelles. Bon, là, c'est des définitions. Et ça montre les liens entre les données. Donc, soit deux propriétés, deux champs, quoi.
P1 et P2, on dit que P1 et P2 sont reliés par une dépendance fonctionnelle si et seulement si une occurrence ou valeur de P1 permet de connaître une et une seule occurrence de P2. Cette dernière est notée comme ça. Donc, si en base de données, si vous voyez P1 détermine P2, on dit que P1 est la source et de la dépendance fonctionnelle et que P2 est le but. Et voici des exemples. Quand on donne des exemples, vous allez vraiment comprendre. Table produit, il est là. Num produit, non produit, détermine ça. Note, même chose. Numéro contrôle, numéro élève, détermine la note. Donc, un champ peut déterminer plusieurs, comme plusieurs peut déterminer une. C'est comme tu as une table élève, CNI, prénom, nom, tel, tel. Dès que tu connais le CNI, tu connais tous les autres champs. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, si vous remarquez, dans les ambassades, quand tu retires de l'argent à la banque, on ne te demande plus nom, prénom, sexe, âge, date de naissance. On te dit juste donne CNI. Parce que certainement, ils ont quelque part une table où tes informations sont stockées avec ton CNI. Dès qu'on a ton CNI, on a tout sur toi. Numéro de compte. Numéro de compte aussi, c'est une clé. Numéro de téléphone avec les opérateurs télécom. C'est pourquoi les opérateurs télécom, quand ils t'appellent, le plus souvent, ils te demandent ton numéro de téléphone. Et là, j'en profite pour vous dire que ces temps-ci, il y a beaucoup d'arnaques dans les gens qui appellent pour dire telle chose, c'est du n'importe quoi. Jamais un opérateur téléphonique va vous appeler pour vous demander ces choses-là, parce qu'ils l'ont dans les bases. La police ne va jamais la police de la CEDEAO ne va jamais vous appeler pour vous demander votre nom, prénom. Ils l'ont. Dès qu'on connaît ton CNI, on a tout sur toi à cause des dépendances là. Donc, le plus souvent, les arnaqueurs là, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas fait de cours de base de données. Moi, il y a un qui m'a appelé un jour, j'ai joué le jeu, quoi. Jusqu'au dernier moment, je lui ai dit que tu es en train d'appeler à la DIC, à la division des investigations criminelles. Et automatiquement, il a raccroché. Donc, vraiment, on ne va jamais vous demander ces informations-là parce qu'ils le connaissent. Donc, à cause de ces dépendances fonctionnelles-là. Donc, par ailleurs, plusieurs données peuvent être sources, ainsi de suite, comme on l'a vu. La P1 et P2 déterminent P3, ainsi de suite. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que la dépendance doit être élémentaire. C'est l'intégralité qui détermine la destination. Mais il n'y a pas de transitivité et c'est toujours direct. Si P1 détermine P3, P1, P2 détermine P3 n'est pas élémentaire. Donc, ça doit être vraiment élémentaire. Ça va être direct aussi. Ce n'est pas transitif. Ce n'est pas parce que P1 détermine P2 et que P2 détermine P3 que P1 détermine P3. Non, non. P1 détermine P2, point. P2 détermine P3, point. Bon. Ceux qui ont déjà fait les cours d'algèbre savent bien les définitions que je donne. Maintenant, les conclusions, c'est que les dépendances qui existent entre les données sont parfois évidentes et ne nécessitent pas toujours une modélisation, comme on vient de dire. Si on vous donne les champs, CNI, prénom, nom, sexe, âge, date de naissance, quel champ détermine les autres? On sait que c'est le CNI qui détermine tout le monde. Si on vous donne matricule, prénom, nom, et ainsi de suite, c'est la même chose. Donc, maintenant, celui qui comprend les dépendances, la définition d'une clé primaire devient évidente. Parce que la clé primaire, maintenant, ce n'est rien d'autre qu'un groupe d'attributs qui détermine les autres. Attention, la clé primaire n'est pas toujours dans une seule colonne. Elle peut être dans 2 colonnes ou 3 ou n, comme on l'a vu. Et voici un exemple. Produit. Numéro produit détermine prix et nom. Numéro produit est une clé. La définition, donc, en base de données d'une clé, ce n'est rien d'autre que la détermination d'un NUPLE unique. Pour trouver la clé de la relation, il faut attentivement identifier les hypothèses du monde réel. Une relation peut posséder plusieurs clés, on les appelle clés candidates. Et dans ce cas, on choisit juste une clé. Par exemple, tu dois modéliser élève, tu stockes, je ne sais pas, matricule, CNI et autres. Matricule peut être clé primaire, comme CNI peut être clé primaire. Tu choisis juste une et tu en fais une clé. C'est ça qu'on appelle clé candidate. Donc, dans la relation produit, nom est une clé candidate à condition qu'il n'y ait jamais de produit de même nom. OK? Maintenant, on parle de clé primaire si on choisit une des clés parmi les clés candidates. Et on parle de clé étrangère comme une clé, comme un champ qui est clé dans une autre table. Donc, c'est un attribut ou groupe d'attributs qui fait référence à la clé primaire d'une autre relation ou table. C'est comme entre élève et note. Moi, je souhaite vraiment prendre cet exemple. Le fait qu'on stocke le matricule de l'élève dans la table note, là, matricule est une clé étrangère dans la table note. Et tant que tu ne saisis pas une matricule valide dans la table élève, tu ne peux pas le saisir dans l'autre table. C'est ça la clé étrangère. Et voici des exemples. Là, vous maîtrisez maintenant. Maintenant, les règles d'intégrité. Les règles d'intégrité, comme ça, vous l'avez déjà testé avec le TP de la dernière fois. Ce n'est rien d'autre que les assertions qui s'appliquent quand vous essayez d'interagir avec la base, et il y en a 3. Intégrité de domaine, intégrité de clé, intégrité référentielle.
on définit. Bon, en base de données, maintenant, la gestion est automatique. Hein, vous pouvez dormir une fois que vous le définissez. Ce qu'on appelle contrainte de domaine, c'est-à-dire quand tu définis un champ date de naissance, de type date, on ne peut saisir rien d'autre que des dates, sinon le SGBD va le rejeter. C'est ça les contraintes de domaine. Donc, on définit. Les valeurs d'une colonne de relation doivent appartenir à un domaine correspondant. Après, on dit qu'il y a contrôle des valeurs des attributs et contrôle entre valeurs des attributs. Chaque fois que vous essayez de saisir dans un SGBD, le SGBD contrôle automatiquement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Si tu définis un champ comme int ou integer, on ne peut pas saisir A, B, C, D. Le SGBD va le rejeter. Là, il fait une vérification de domaine. C'est ça, contrainte de domaine. C'est bon? On passe au second. Contrainte de clé. Donc, l'intégrité de clé, quand tu dis que le champ matricule est la clé primaire de la table, on ne peut pas ne rien saisir. C'est ce qu'on appelle NU2L. On ne peut pas avoir deux lignes qui ont les mêmes matricules. Sinon, il va le rejeter dans la table élève, j'ai dit. C'est pourquoi dans la table note, matricule ne peut pas être clé primaire. Parce que la même élève peut avoir plusieurs notes. OK? Et donc, unicité des clés, unicité des lignes, ou NU-play. Maintenant, il y a la valeur nulle en base donnée. La valeur nulle, c'est NU2L. C'est différent de nul, NULE. Parce que nul veut signifier 0 ou vide, ou nul. Mais nul, NU2L, c'est une valeur conventionnelle pour représenter une information inconnue. Dans toute extension possible d'une relation, il ne peut pas exister de NU-play à les mêmes valeurs pour les clés. Ouais, comme on l'a dit, si tu as la table élève avec le champ matricule comme clé primaire, deux lignes ne peuvent pas avoir le même matricule. Une ligne ne peut pas avoir NU2L, ça veut dire vide. Tu ne peux pas saisir d'élève tant que tu ne saisis pas le matricule. Parce que c'est le matricule qui doit déterminer les autres. Et c'est très logique. Donc, les bases de données ont apporté une innovation majeure dans la gestion des données. Maintenant, si vous voyez aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, ils sont obligés de faire des ateliers ou des séminaires pour faire ce qu'ils appellent appurement des données. Parce que les gens ont saisi des données sans implémenter des bases de données. De ce fait, il y a beaucoup de doublons. Le plus souvent, ça, pour le régler, il faut s'asseoir manuellement, on compte. Je pense que M. Senghor sait bien de quoi je parle. Lui qui est aujourd'hui dans la sécurité sociale, il travaille avec la population qui le concerne. Mais peut-être qu'une autre ONG travaille aussi en distribuant des aides. Peut-être que la collectivité locale fait ça. Maintenant, imaginez si la collectivité locale stocke ces données sans synchroniser sa base avec celui de M. Senghor et un autre ONG le fait. Le jour où ils veulent voir, y a-t-il un Sénégalais dans notre zone qui a bénéficié de nos 3 appuis? D'accord, on va saisir, c'est ni tel. La seule manière, c'est de s'asseoir, de faire des filtres, bon, des tris avec Excel. Il y a des techniques, hein, il y a des techniques, mais c'est assez fastidieux. Il y a des techniques en sciences des données aussi aujourd'hui qui permettent de retrouver ces choses-là, mais il y a beaucoup de travail à faire. Alors que si chacun de ces 3 entités avait commencé par mettre en place une base de données qui synchronise, on n'aurait plus ce problème. Parce que même si la mairie donne une aide à quelqu'un qui bénéficiait déjà d'une aide de la sécurité sociale, à cause des identifiants, on ne peut plus saisir 2 fois la même personne. D'accord, on va saisir dans les autres tables qu'il a reçu telle aide numéro 1, il a reçu telle aide numéro 2, il a reçu telle aide numéro 3. Mais la personne reste la même à cause des doublons. À cause des identifiants du moins. C'est pourquoi, de nos jours, on parle de système intégré. Il faut vraiment un système intégré au Sénégal. Bon, certaines administrations l'ont commencé, hein, comme douane, impôts et domaines, tout ça. C'est ça qui fait que si quelqu'un voyage avec les aéroports, ensuite il prend un train, dès qu'il y a un problème, la police fait les jointures entre les différentes bases de données et il recoupe l'information. OK? Maintenant, on définit la dernière intégrité qui s'appelle intégrité référentielle. Intégrité référentielle, c'est les contraintes de clés étrangères. Les valeurs des clés étrangères sont nulles. Je vous ai donné plusieurs exemples. Et les clés primaires auxquelles elles font référence, c'est-à-dire, on ne peut pas saisir des données tant que le parent n'existe pas. On ne peut pas saisir dans la table note une note en mettant un matricule A ou B ou C si ce A ou B ou C n'est pas déjà dans la table élève. Et donc, ça amène des relations qui sont dépendantes. Et donc, liaison de 1 à plusieurs exprimée par des attributs particuliers, des clés ou des clés secondaires. Donc ça, on l'a déjà fait en TP. Hein? Ça, vous avez défini une clé étrangère, une clé primaire. Vous avez défini les contraintes de domaine en choisissant l'équipe. Ça, on le fera le prochain TP.
les intégrité référentielle. Les dépendances maintenant, liaison de 1 à plusieurs exprimées par des attributs particuliers et les contraintes de référence ont un impact vraiment important dans les mises à jour et dans les bases de données. Donc, dans une base de données, si c'est modélisé, tu ne peux plus saisir des données comme tu veux. Hein? Non, non. Il faut vraiment respecter la cohérence. Alors qu'avec Excel ou SPSS ou Stata, on n'a pas cette garantie. C'est ça qui fait que ceux qui travaillent dans les statistiques devraient vraiment migrer vers les bases de données. Parce que là, qu'est-ce qu'ils font? Ils collectent des données et c'est après qu'ils s'assoient pour corriger les problèmes. Alors que si tu collectes en utilisant un SGBD qui est bien modélisé, on ne peut même pas saisir de doublons. Donc, à la fin, tu n'as pas de problème de doublons. OK. Et on donne des exemples. Vous vous souvenez de la table qu'on avait au départ? C'était où encore? On prend cette table-là. Hein? Donc, regardez bien cette table. À partir de cette table, on essaie de faire des insertions. Là, vous commencez à maîtriser les bases de données, hein? Mais il faut mettre des pratiques. Hein? Si après le cours, là, vous n'appliquez pas, ça peut être un peu compliqué. Donc, quand quelqu'un vient insérer des données là, voici la table. Qu'est-ce qui se passe? Tu viens insérer X, il n'y a pas de problème, ça passe parce que X n'est lié à rien. Tu veux supprimer X dans la table client, qu'est-ce qu'il va faire? Le SGBD va commencer par regarder. Puisque dans la table achat, on a un numéro client, si ça existe, il te bloque. Il te dit non, il faut supprimer tous les achats de ce client si tu veux le supprimer. Et vous voyez, maintenant, il y a des options cascades, tout ça. Ça, on y reviendra. Et quand tu veux modifier le numéro client, même chose, il te dit non, tu ne peux pas modifier ce numéro parce que ça va amener des incohérences. Donc, soit partout où on trouve ça dans les autres tables, tu mets ça à NU2L, soit tu supprimes d'abord ces lignes, soit on te bloque. C'est le SGBD qui le fait automatiquement. On termine maintenant avec ce qu'on appelle les formes normales. Ça met en évidence les relations indésirables dans une base de données. Hein. Donc, elle définit les critères de relations désirables appelées formes normales, les propriétés de redondance ou non. Si ta base de données n'est pas bien modélisée, quelqu'un qui veut le savoir, il regarde juste est-ce que tu respectes les formes normales. Donc, on va voir dans ce cours 4 formes normales. Donc, elle définit un processus de normalisation permettant de décomposer une relation non normalisée en un ensemble équivalent de relations normalisées. Donc, l'objectif, c'est de décomposer les relations du schéma relationnel sans perte d'information, obtenir des relations canoniques ou de base du monde réel, aboutir à un schéma relationnel normalisé. Donc, la décomposition, ce n'est rien d'autre que, aujourd'hui, celui qui modélise une base, s'il veut, il prend toutes les colonnes, il les met dans une seule table. C'est le cas le plus simple. Et d'ailleurs, les gens qui travaillent avec les fichiers, ils ont tendance à ça. Maintenant, toute base de données, on peut dire qu'il est parti de ça et il fait des ramifications en normalisant au fur et à mesure. OK? Par raffinement successif, donc, on obtient les sous-relations sans perte d'information. Donc, tous ces schémas de base de données qu'on a vus dans le cours, vous pouvez vous dire que c'est comme les gens qui travaillent avec les fichiers, seulement nous, on a découpé. Tac, 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 tac. J'avais vu un bon exemple là. Oui, il est là. Là, moi, je vois des gens, aujourd'hui, ils travaillent, mais presque ils mettent tout ça dans une seule ligne, dans une seule feuille Excel. Le nom du client, le prénom, l'adresse, la commande, qu'est-ce qu'il a acheté, la facture, et ainsi de suite. Le danger de ça, je pense, on a largement épilogué sur ça. Nous, on a pris ça et on a segmenté au fur et à mesure. On a segmenté jusqu'à aboutir à ça. Donc, on respecte les formes normales, comme ici. OK, maintenant, on définit les formes normales. Tac. Il y a 5 formes normales, mais pour aller à la forme normale supérieure, il faut respecter les formes normales inférieures. C'est-à-dire, avant d'être deuxième forme normale, il faut que tu sois première forme normale. Avant d'être troisième forme normale, il faut que tu sois 1 et 2. Avant d'être 4, il faut que tu sois 1, 2 et 3. Donc, c'est ce qu'on dit ici. Pour pouvoir remplir une forme normale supérieure, il faut remplir les formes normales inférieures. Donc, c'est quelque chose qui est intuitif, hein? Et ça peut être considéré comme une fonction des clés primaires vers les attributs restants. Maintenant, on définit la première forme normale comme étant une base de données où tous les champs sont canoniques, non décomposables. Donc, on donne un contre-exemple. Supposons que quelqu'un modélise la table élève et il met les champs là, numéro élève, nom, prénom, liste note. Ça, il ne respecte pas la forme normale parce que là, le champ là, on peut le découper en plusieurs champs. Donc, attribut ne peut pas être un ensemble de valeurs. Et comment on le décompose? On maintient ça et on isole les notes comme étant une table à part. Ça,
ne respecte pas la première forme normale. Là, ça respecte la première forme normale parce que tout attribut doit être canonique, non décomposable. Tac. Deuxième forme normale, pour l'être, d'abord, il faut être première forme normale. Et ensuite, si tout attribut n'appartenant pas à la clé ne dépend pas d'une partie de la clé. C'est la phase d'identification des clés. C'est-à-dire quelqu'un qui ne crée pas correctement les clés, sa base de données ne sera pas deuxième forme normale, même si elle est première forme normale. Et ça va éviter les redondances dans tes données. Tout attribut doit dépendre fonctionnellement de la totalité de la clé. C'est-à-dire, voici un contre-exemple. Une relation est en première forme normale, mais qui n'est pas en deuxième forme normale à cause de ça. Parce que, comme on a dit, la clé doit être minimale. Ou bien, comment on la définit encore? Si tout attribut n'appartenant pas à la clé ne dépend pas d'une partie de la clé. C'est-à-dire là, pourtant cet attribut, là, il n'appartient pas à la clé. Mais il dépend uniquement de numéro clé. Donc, date, on n'aurait pas dû l'intégrer dans la clé. C'est ça la deuxième forme normale. On aurait dû laisser la clé uniquement à numéro clé parce que ça suffit. Numéro clé détermine tous les autres champs. Donc, on n'avait pas besoin de prendre la date aussi. OK? La même chose. Donc là, comment on le corrige? On segmente. Juste on coupe, on laisse la table commande. Et là, on isole la table produit en mettant numéro pro, prix unitaire. Maintenant, troisième forme normale, même chose. Il faut qu'elle soit deuxième forme normale. Et si tout attribut n'appartenant pas à la clé ne dépend pas d'une partie d'un attribut non clé. Ceci correspond à la transitivité des dépendances fonctionnelles, ce qui évite les redondances. En troisième forme normale, donc, c'est la préservation des dépendances fonctionnelles qu'on a vues sans perte. Donc, avec les exemples, vous allez comprendre. Voici une table qui respecte la deuxième forme normale et qui n'est pas troisième forme normale. Voiture, car la clé est puissance et ne dépend que de marque et modèle. Donc, pour régler ce problème, on a voiture, matricule. La clé, c'est matricule. On a marque, modèle, puissance. On dit qu'une relation ne respecte pas la troisième forme normale si les attributs qui ne sont pas dans la clé parviennent à déterminer d'autres. Ça veut dire que la clé est vraiment maître. C'est comme mon président. Bon, la plupart des présidents, bon, un peu en Afrique. Donc, vraiment, rien ne compte à part le président. C'est le chef en Afrique, dans certains cas. Bon, là, je blague. C'est-à-dire, c'est comme si on interdit que d'autres choses puissent déterminer d'autres champs à part la clé. Donc, si un attribut non clé détermine d'autres attributs non clés. Et là, on voit que dès que tu connais la marque et le modèle, tu connais la puissance. C'est à cause de ça qu'il faut casser en les isolant eux. Donc, ils vont prendre leur indépendance. Donc, voiture, matricule, marque, modèle, et modèle, marque, modèle, puissance. On va parler de ce qu'on appelle la BCNF, ou le Boy's Code normal. Maintenant, pour être BCNF, comprenez qu'il faut d'abord être en première forme normale. Et si les seules dépendances élémentaires sont celles dans lesquelles la clé détermine un attribut. BCNF signifie qu'on ne peut pas avoir un attribut ou groupe d'attributs déterminant un autre attribut distinct de la clé. Bon, là ça évite ce qu'on appelle les redondances cachées. Donc, ça évite les redondances dans l'extension de la relation, même valeur pour certains attributs NUplay. C'est-à-dire, tu prends deux lignes, tu les dupliques, tous les champs, à part les clés primaires. Donc là, tu recopies inutilement une ligne, quoi. Même si le EGB est passé, ça n'a pas trop de sens. Et c'est ça, le BCNF, et c'est la fin de ce chapitre. Donc, attends, je vous montre un exemple avec BCNF. Avant de clôturer, c'est comme ici. Donc ici, je vais voir si vous avez compris les dépendances fonctionnelles. Si j'essaie de saisir une nouvelle ligne, supposons, peut-être non, là, ça ne va pas être. Oui, je vais prendre ici. Supposons la clé primaire, c'est U, la colonne U. C'est bon? Moi, j'insère cette ligne-là. Celui qui insère U4, V3, W3, X3, Y3, est-ce que ça passe? Pour U4, oui. Oui, ça passe. Parce que on n'a pas de doublon dans la clé étrangère. Puisqu'on a mis U4, quel que soit ce qu'on met, ça passe. Et ça, c'est ça qu'interdit la BCNF. C'est-à-dire, tu as tout recopié textuellement à part la clé primaire. Donc, tu as créé inutilement une ligne. Ça veut dire que cette ligne-là, on peut dire que c'est exactement la même que cette ligne. La seule différence, c'est ici, dans la clé primaire, il faut le supprimer. Alors que la première forme normale, si on avait pris
ces deux champs-là en leur faisant un seul champ. C'est ça le problème. Ainsi de suite. Maintenant, je vais voir si vous avez compris. Supposons la clé primaire, c'est U et V. La clé primaire est sur deux colonnes, U et V. Et moi, j'insère cette ligne-là. Est-ce que ça va passer? J'insère U3, V4, W3, X3, Y3. Est-ce que ça va passer? U4, U3, V4. J'ai mis U3, V4, W3, X3, Y3. Non, ça ne va pas passer parce que U3 est déjà là. Attention, ça va passer parce que je n'ai pas répété les deux en même temps. La même chose avec les deux en même temps. Oui. Ce qui est interdit, c'est de répéter les deux en même temps. Donc, ok, d'accord. C'est tout. Hein. Là, vous avez vraiment... Là, la théorie sur la conception des bases de données, c'est fini. Maintenant, ce qui reste maintenant, c'est l'exploitation. On va attaquer donc l'algèbre relationnelle et le langage SQL. Donc, on va vous envoyer les supports de cours, on va vous envoyer des audios, on va vous envoyer des TD à faire avant demain. Ce serait vraiment bon que vous refassiez les TD. Donc, même si vous êtes assez occupé le matin, prenez, même si c'est 15 minutes, pour essayer de faire le TD qu'on va envoyer. Parce que là, c'est le TD qui suit. Vous voyez, le cours là est fini. Donc, c'est ça qui nous reste. Bon, ça c'est vite fait, hein, c'est l'exploitation. Et SQL, on va voir que tout ce qu'on a fait manuellement, SQL permet de le faire. Donc demain, ce sera vraiment la pratique. Demain, ce sera vraiment la pratique. OK, est-ce qu'il y a des questions? Bon, maintenant, les exemples qu'on a fait dans le cours, c'est corrigé, on va vous donner les solutions. Et les audios sont là aussi. À tout instant, vous pouvez faire un replay. Oui. Donc, ça veut dire que si jamais quelqu'un veut faire une base de données, la chose la plus importante, c'est tout ce qui se passe avant la saisie des données. En fait. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de travail même avant la saisie. Parce que si vous ne le faites pas, c'est des choses qui vont vous rattraper après dans l'appurement. C'est des choses qui vont vous rattraper dans l'appurement. Malheureusement, les gens ne donnent pas trop d'importance, mais ça va vous rattraper. Donc passage. OK, ça, c'est les règles de passage, je vous le donne. Ça, je vais vous l'envoyer aussi. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre d'intéressant? Bon, ça aussi, je le sauve. Hein. Étape, BDD. C'est des choses qui peuvent vous être utiles. C'est ce qu'on a fait. OK. C'est bon. Questions? N'hésitez pas à laisser des questions sur le groupe. Donc, je vous envoie tout ça. La documentation, les exemples, les audios. C'est bon? Oh, OK. Donc, oui, c'est bon. Donc, à la prochaine. OK, merci beaucoup. Va vous répondre quoi? Hein? Donc, laissez un membre de l'équipe va vous répondre. Maintenant, le temps qu'on fait les autres parties du cours, je vous invite à identifier des projets. Bon, on fera des projets et des études de cas, mais identifiez aussi des secteurs avec lesquels vous travaillez déjà ou vous souhaitez modéliser une partie, une base de données avec une application derrière. On pourra gagner du temps avec quoi? Maintenant, on a un problème avec les enquêtes. Les entreprises qui font des enquêtes, c'est que les enquêtes, c'est des captures. C'est des captures qu'ils font. Mais le fait de ne pas avoir un SGBD derrière, c'est que chaque fois qu'on fait l'enquête, bon, après, c'est très compliqué, quoi. Même si le SGBD, il aide dans le sondage, comme au niveau de l'ANSD, c'est ce qu'ils ont. Ils ont une base de données relationnelle. Donc, chaque fois qu'ils doivent aller faire une enquête, pour sortir l'échantillon, ils ont un outil très puissant qui extrait les données depuis une base modélisée. Donc, ça c'est important. C'est important que celui qui fait des enquêtes puisse relier les données des différents individus. Parce que si tu fais 4 fois la même enquête sur la même population, ce serait bon que tu vois un peu l'individu tel, les 4 données qui l'appartiennent, tu puisses le relier à lui. Pour ça, il faut des identifiants. Donc, si vous faites une enquête en ne prenant aucun identifiant sur l'individu, après rattacher les données va être très compliqué.
Bon, ensuite, la difficulté maintenant, c'est avec la loi, quoi. La loi interdit de prendre certaines données, mais bon, en tout cas, il faut le prendre en compte. Il faut le prendre en compte. OK, donc on fait comme ça. À la prochaine. Bonne fin de soirée à tout le monde.